première question, tu nous parles d'un pouvoir pour pouvoir gouverner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment cela fonctionne? Qu'est-ce que la gouvernance? Alors, du coup, ouais, c'est une bonne entrée en matière. En fait, pour commencer, je dirais qu'on n'a pas été. Le on, c'est générique, hein, c'est volontairement indéfini. Je veux dire, les êtres humains n'ont pas été habitués, dans leur grande majorité, à gouverner. On vient d'un modèle où régnait où règne toujours, hein, la dualité entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Euh, je pense que c'est très d'actualité, ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit en tant que citoyen. À l'époque où on a créé le système managérial, je ne vais pas faire d'histoire, mais rapidement, ça faisait dire effectivement à Henry Ford, pourquoi à chaque fois que je recrute une paire de bras, il y a un cerveau qui vient avec. C'est juste pour dire qu'on vient de loin. On vient de très loin dans la notion du pouvoir. Donc, holacratie apporte une nouvelle forme de pouvoir, un nouveau pouvoir qui est celui de pouvoir gouverner, justement. C'est apporte le pouvoir de pouvoir gouverner, pas n'importe où, n'importe comment, le pouvoir de pouvoir gouverner tout ce qui m'affecte, pas moi personnellement bien sûr, mais tout ce qui m'affecte dans l'exercice de mes rôles. Vous savez qu'en holacratie, il y a des rôles. Je peux avoir deux rôles comme deux petites entreprises si je suis concepteur de formation et puis formateur, et je suis leader, entrepreneur dans deux petites entreprises situées au sein de l'écosystème de l'entreprise entière, qui sont ce rôle de conception-formation et ce rôle de formateur. Eh bien, à chaque fois que je ressens quelque chose qui me limite moi personnellement dans l'exercice de mon rôle, donc en fait, en réalité, qui limite l'exercice de mon rôle, euh, pour, euh, pour des améliorations, pour des innovations, dans le but de créer davantage de valeur pour mes clients, aussi peut-être pour toutes les parties prenantes, mes fournisseurs, etc., etc. Alors à ce moment-là, j'ai le pouvoir. C'est pas parce que j'ai le pouvoir que je vais m'en emparer, hein. Ça, c'est une autre paire de manches et c'est difficile pour l'être humain aujourd'hui de s'emparer de ce pouvoir. On le voit bien dans la pratique, dans les entreprises qu'on a pu accompagner. Je vais pouvoir euh, régler moi-même à travers un SAS, un espace particulier qui s'appelle la réunion de gouvernance. Je vais pouvoir modifier le système, pas seulement exprimer des choses. Je vais pouvoir agir directement sur le système. Je deviens un acteur de changement concret qui va y compris modifier l'organigramme de l'entreprise pour lever cette limite que je ressens dans l'exercice de mon rôle. Voilà, j'ai utilisé à peu près tous les mots que tu m'as demandé, Louis, et donc le mot gouvernance. Et ça, tout ça, c'est possible que parce qu'on a changé la nature du pouvoir. Avec le pouvoir d'avant, le pouvoir sûr d'avant, assez implicite, eh bien, c'était pas possible. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des rôles. Alors, c'est vraiment important, cette création de rôles, parce que c'est au rôle qu'on attache le pouvoir. Ou plutôt, on attache des autorités au rôle. Le on, c'est le système, permet d'attacher, donne des autorités au rôle et non plus aux personnes. La notion de pouvoir n'est plus attachée directement aux personnes, elle est intermédiée par la notion de rôle. Quand je suis une personne affectée dans mon rôle conception-formation, je bénéficie, lorsque je suis au service de mon rôle, conception-formation toujours, je bénéficie d'autorités parce qu'elles ont été déléguées à ce rôle. Ça c'est vraiment, c'est ce qui permet, c'est la base qui permet de faire tout ce qu'on va raconter après. Et puis, une autre notion importante, c'est la notion de tension. Alors, tout le monde connaît le mot tension, mais là, il a un sens particulier. La tension est définie comme étant un écart que je ressens dans l'exercice de mon rôle. Je ne parle pas des tensions personnelles, j'ai mal au dos, j'ai un problème avec ma femme. Je ne parle pas non plus de tensions interpersonnelles, le problème avec ma femme était plutôt interpersonnel. Je ne parle pas de ces tensions-là qu'on connaît tous par cœur. Je parle d'une autre tension appliquée à un autre espace qui est l'espace de l'organisation, ce troisième espace qui est donc l'écart que je pourrais ressentir dans l'exercice de mon rôle entre la réalité de l'expression de ce rôle et un idéal que j'entrevois qui aspire à être. Par exemple, souvent je prends cet exemple parce il est assez simple et concret. Je me rappelle il y a quelques années avoir donné une formation dans une salle. Il y avait une vingtaine de participants, peut-être une trentaine, je ne me rappelle plus très bien. Et en tout cas, au milieu de la salle, il y avait un poteau. Ben, je peux vous dire que j'avais une méga tension, euh, à la fois à titre personnel, mais surtout dans mon rôle de formateur. Dans mon rôle de formateur, je peux vous dire que je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience, mais c'est extrêmement gênant pour délivrer, pour avoir le contact visuel avec les participants. Puis c'était gênant aussi pour eux. Donc mon rôle de formateur était concrètement limité, juste parce qu'il y avait un poteau dans la salle. Et, euh, et du coup, alors dans le modèle conventionnel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir la personne qui a réservé la salle, puis je vais lui dire plus jamais ça. Mais c'est largement insuffisant. En holacratie, je peux prendre cette tension, aller à l'espace de gouvernance et aller jusqu'à modifier le rôle de la personne en charge de réserver les lieux
en lui ajoutant, par exemple, dans sa proposition de valeur, de rechercher les lieux en intégrant ou en respectant le cahier des charges que le rôle formateur lui passe. Ce genre de choses. Voilà, c'est ça en fait la gouvernance. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est cette notion de rôle, cette notion de design, euh, cette notion de gouvernance, un nouveau champ. C'est une nouvelle compétence à acquérir. On n'a pas été habitué à ça. Et je vois bien dans les 140 entreprises qu'on a pu accompagner, c'est tout un travail d'éducation et d'accompagnement, y compris pour le management. Les managers, en fait, je me rends compte, et c'est pas du tout critique parce que j'étais manager, en fait, ne savent pas faire du design. Comment ils pourraient le savoir puisqu'ils l'ont jamais fait? En fait, ils ont organisé le travail comme ils pouvaient, avec un modèle mental dans lequel, alors, c'est pas, ils sont au-dessus des collaborateurs et puis ils organisent le travail des collaborateurs. Mais il y a pas franchement d'outils pour faire ça sérieusement. Et donc, rentrer cette nouvelle compétence de design organisationnel qui permet à un manager effectivement de définir les rôles qui sont nécessaires à son entreprise, à son cercle, à son équipe pour délivrer la valeur sur laquelle lui, enfin lui, pas lui, son cercle est attendu par le cercle plus large. C'est une nouvelle matière. Alors, donc déjà, le management doit s'en emparer, ce qui n'est pas si facile. Et puis, la bonne nouvelle, en tout cas le potentiel, c'est qu'en plus, n'importe quel collaborateur peut également s'en emparer à partir du moment où il ressent une limite dans l'exercice de son rôle. Voilà pour entamer la conversation. Merci Bernard-Marie. Et du coup, comment cela marche? En fait, comment puis-je gouverner? Comment et sous quelles conditions puis-je affecter l'organigramme de la société? Tout d'abord, il faut important de comprendre, je ne vais pas pouvoir affecter l'organigramme parce que je le veux. Hein, c'est pas, on n'est pas dans le mental, on n'est pas du tout. Je voudrais, j'ai un super pouvoir, et je modifie l'organigramme et tout le monde dans l'entreprise va modifier l'organigramme. C'est déjà compliqué avant quand juste le dirigeant s'en occupait. Et là, ça serait le foutoir. On ne parle pas du tout de ça. Hein, on est un truc très sérieux, c'est pas bisounours. Non, je vais pouvoir, moi, collaborateur, modifier l'organigramme que s'il y a une bonne raison de le faire. Absolument pas mentale. Et la bonne raison pour le faire, c'est qu'il y a une tension qui me limite dans l'exercice de mon rôle. Il y a la charge de la preuve. Et d'ailleurs, quand je vais dans cet espace de gouvernance pour vouloir réduire cette tension, y compris altérer l'organigramme, la première chose qu'on va me demander, c'est quelle est ta tension? Il y a un espace pour poser des questions de clarification, et je m'attends à ce que les uns les autres me posent la question. Ok, Bernard-Marie, tu viens avec cette tension, et c'est quoi cette tension? Est-ce que tu peux me donner un cas concret? Est-ce que tu peux nous donner un cas concret dans la réalité que tu as vécue, exemple concret passé ou présent, d'une situation dans laquelle tu as ressenti cette limite dans l'exercice de ton rôle. Donc il faut que j'ai un rôle vraiment qui soit limité, c'est pas un truc que j'amène en tant que Bernard-Marie. Non, non, il faut que ce soit une tension qui concerne une limite, qui concerne l'un de mes rôles, un rôle dans lequel je suis affecté. Un. Deux, il faut en plus que ça puisse s'éprouver, c'est-à-dire c'est une tension, c'est pas du hors-sol. Hein, le gros handicap ici, on était habitué comme ça, donc c'est un peu difficile au début, il y a une rééducation. On se fiche des idées mentales, ça n'a aucun sens. Ça serait trop dangereux, évidemment. Et puis, donc en fait, on va aller chercher la preuve. La preuve, elle peut être donnée que par la réalité, l'observation de la réalité. Donc je dois être en mesure de pouvoir donner une tension, au sens que je l'ai défini tout à l'heure, pas personnelle, interpersonnelle, mais une tension organisationnelle qui me limite dans l'un de mes rôles. Et pour montrer ça, je dois pouvoir, puis ça va aider les autres à comprendre, donner un ou plusieurs exemples concrets de situations passées ou présentes dans lesquelles j'ai ressenti cette limite. Sinon, ça ne vaut pas. Par définition, ça ne vaut pas, c'est-à-dire que mon point n'a pas de valeur, n'est pas valide, et je ne vais pas pouvoir modifier l'organigramme. Heureusement, heureusement. S'il y a pas, parce que si j'avais pas ces exemples concrets, il n'y aurait pas de tension. Par définition du mot tension. Là, on ne peut pas jouer. Là, j'essaie de faire passer, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'essaie de faire passer le message que c'est la vie, l'évolution, la réalité qui va offrir la possibilité et l'énergie de faire évoluer la structure. Donc, c'est pas dangereux. On n'est pas à l'abri. Souvent, il y a des managers qui disent oh, c'est la folie, là, si tous les collaborateurs peuvent modifier les trucs, on est mal barré. Non, non, t'inquiète pas. En fait, c'est pas le collaborateur directement. C'est le collaborateur dans une qualité d'intermédiaire par rapport à une réalité qu'il a vécue et qu'il donne pas à nous expliquer. Et donc, après, on peut aller dans ce processus pour réduire cette tension. Dans l'exemple du coteau, eh bien, que je reprends, bien la personne, je vais venir avec une proposition, je vais venir après, mais du coup, on va me poser la question, mais c'est quoi la situation concrète qui te fait bouger les choses? Bah, j'ai raconté, voilà, tel jour, telle heure, j'avais un poteau toute la journée, c'est concret de chez concret.
Là, on n'est pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'interprétation. On est sur l'observation réelle de la réalité. Et donc, ça valide absolument cette tension pour l'organisation. On n'est plus dans des débats entre nous. Et du coup, eh bien, elle est validée, cette tension. On va me demander de faire une proposition. Je vais proposer de modifier le rôle lieu, à supposer que le rôle lieu soit le nom de ce rôle qui s'occupe de réserver les lieux pour les formations. Et puis, je vais modifier une de ces offres de valeur, de propositions de valeur, une de ce qu'on appelle en holacratie les redevabilités, modèle du jargon, sa vitrine. Ce rôle-lieu, c'est comme un boulanger, il a une vitrine, et ben, je vais modifier la vitrine du rôle-lieu. Avant, il y avait écrit que ce rôle-lieu sélectionnait des lieux pour nos événements, pour nos formations. Et ben maintenant, je vais proposer d'ajouter à ça, sélectionner des lieux pour les événements dans le respect du cahier des charges fourni par le rôle formateur ou l'animateur, enfin peu importe. Et du coup, j'ai modifié ça, et puis c'est parti. On va juste vérifier dans ce processus que le fait, si jamais on accepte le on génériquement, si le groupe, parce que cet espace de gouvernance se fait équipe par équipe, en fait, cercle par cercle, si dans le cercle, et les personnes sont invitées à cet espace de gouvernance, à cette réunion de gouvernance, on va vérifier, on va demander aux personnes de vérifier si ça ne pourrait pas leur occasionner des dégâts collatéraux. Donc on évite la case débat en fait. On pourrait voir ce processus, un débat qui ne servira à rien. Je ne suis pas contre le débat, ce n'est pas la question, mais là, c'est pas la question. Le débat n'a aucun sens. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, l'organisation progresse. Le corps de l'organisation puisse progresser. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire varier le code. Si le code, c'est le rôle, au sens code biologique. Ce qu'on veut, c'est que l'organisation puisse évoluer, s'adapter à la vitesse du changement, sous-entendu à condition que l'ensemble des personnes puissent apporter au fil de l'eau l'ensemble des tensions qu'ils ressentent dans leur rôle. C'est ça qu'on veut. Et du coup, quand une personne vient en réunion de gouvernance avec une tension, on va lui demander une proposition, il n'y a pas besoin d'être parfaite, et on va vérifier deux choses. Vous voyez, la réunion de gouvernance, souvent, elle apparaît compliquée, mais en fait, elle est assez simple dès qu'on a ce modèle mental. En fait, la réunion de gouvernance, c'est du bon sens. On va vérifier deux choses. C'est ce que j'appelle les deux tamis. Le premier tamis, c'est est-ce que cette tension qui nous est apportée par cette personne dans l'exercice, justement, ça concerne bien un de ses rôles, et est-ce qu'elle a un exemple concret qui démontre cette tension? Et en gros, est-ce que son point à l'ordre du jour et cette tension-là, elle est valide? Ou alors elle n'est pas valide, auquel cas on passe à la point suivant, parce qu'on ne veut pas faire progresser ou modifier l'organigramme de l'organisation à partir de choses qui ne sont pas réelles. C'est la réalité qui gouverne. Ce n'est pas les personnes, en fait, c'est la réalité qui gouverne à travers les personnes. Et puis, donc, ça, c'est le premier tamis, mais une fois que le travail, effectivement, on a vérifié à travers un jeu de questionnement assez rapide que c'est une tension qui est valide au sens où la personne qui l'exprime, qui l'a apportée, eh bien, effectivement, elle est bien limitée dans l'exercice d'un de ses rôles, et elle nous a donné une ou plusieurs situations concrètes, passées ou présentes, dans lesquelles, effectivement, on peut observer que son rôle a été limité dans son potentiel de création de valeur. Ça, c'est tamis 1, check. Alors après, on poursuit, mais la seule intention de la poursuite de ce processus, c'est pas de rentrer dans un débat, parce que les autres autour de la table, ils ont d'autres rôles. Donc, on se fait confiance, c'est pas la question. En revanche, eh bien, on ne voudrait pas qu'il y ait décidé trop rapidement cette nouvelle proposition, qui est de modifier en l'occurrence le rôle-lieu, et sans avoir vérifié au préalable, évidemment, que l'organisation qui se verrait appliquer cette proposition de modification de l'organigramme aurait régressé sur un autre sujet. Donc, on veut vérifier qu'en fait, l'adoption de cette proposition ne va pas créer du tort à un autre compartiment du jeu. La meilleure métaphore que je connaisse pour expliquer ça, c'est la pelote de laine emmêlée. Pour ceux qui savent tricoter, ce qui était mon cas il y a un passé assez lointain, et j'avais appris à tricoter avec ma grand-mère, et très souvent, je me retrouvais avec une pelote de laine complètement emmêlée. Et donc, j'ai appris le processus pour démêler une pelote de laine. Et le processus pour démêler une pelote de laine, c'est le suivant. Je prends un fil au hasard. J'ai bien dit au hasard, donc c'est n'importe lequel. Et puis, je le tire délicatement, parce que quand je tire un fil pris au hasard délicatement, je vérifie si je suis en train de commencer à régler le problème ou si je suis en train de l'amplifier. Et alors, si je suis en train de l'amplifier, bon sang, je le lâche, et puis je prends un autre fil. Et puis, en fait, la résolution du problème, c'est absolument pas intellectuel. C'est sans savoir à l'avance ni quel fil je vais tirer, ni combien de fils je vais tirer, le problème va être réglé. Mais en fait, la réunion de gouvernance, c'est la même chose. On va vérifier que quand on tire un fil, comprenez par là, si on adoptait la proposition qui nous est proposée par la personne qui a porté le poids, eh bien, on ne va pas faire régresser
la pelote de laine, c'est-à-dire le cercle sur un autre de ses rôles. Donc voilà, la réunion de gouvernance, en fait, qui apparaît compliquée pour beaucoup, lorsqu'elle est bien expliquée, bien commentée comme ça, je peux vous assurer qu'elle est hyper simple, hyper facile. Bon, c'est nouveau, donc il faut temps de s'adapter. Mais c'est facile dès qu'on comprend le sens. Il y a un double sens, double tamis. Un, je vérifie que cette proposition, c'est de la bonne. C'est vraiment pardon, que cette tension apportée, c'est de la bonne. C'est vraiment une tension qui concerne l'organisation. C'est pas un fantasme ou une tension personnelle ou interpersonnelle. On est vraiment dans le champ de l'organisation. L'organisation, c'est être vivant. L'entreprise, l'association, enfin peu importe la forme juridique, la collectivité. On est vraiment au service de l'organisation. Ce n'est pas des espaces de tension, de régulation de tensions personnelles, de conflits, etc. Pas du tout. C'est important, bien sûr, de savoir gérer les conflits, etc., mais c'est d'autres espaces. Là, je vous parle de l'évolution stricte, uniquement de l'organisation, de son corps organisationnel. Donc, on va vérifier ça. Premier tamis, puis deuxième tamis, on va vérifier que si on modifie l'organisation comme ça nous est proposé, ok, ça apporte du bien, on comprend, mais est-ce que ça va nous faire régresser sur d'autres terrains de jeu? Et on ne voudrait pas qu'il y ait d'effets collatéraux. Une fois qu'on a vérifié qu'il n'y a pas d'effets collatéraux, que finalement on peut l'appliquer en toute sécurité, que ça ne va pas nous faire régresser par ailleurs, ça veut donc dire que l'organisation va avancer. Et on ne cherche pas la perfection, on cherche à la faire avancer, on ne met pas d'énergie à rechercher quelle serait la meilleure proposition pour avancer l'organisation, on s'en fout. On va juste vérifier, on va honorer la réalité à travers la proposition de la personne qui a ressenti cette tension dans l'organisation de zéro. Et ensuite, on va l'appliquer après avoir vérifié que ça peut nous faire régresser. Et ainsi, pas à pas, l'organisation va avancer vers la structure qui est requise. Elle va pouvoir s'adapter aussi vite que le changement. Je parle bien de l'organisation dans la durée. C'est ça le processus de gouvernance. Et donc, quand Louis nous a dit pouvoir de gouverner, en fait, évidemment, ça fait joli de dire ça. Oui, effectivement, n'importe quelle personne a le pouvoir de gouverner, mais ce n'est pas n'importe comment, vous comprenez. J'ai le pouvoir de gouverner au service de mon rôle à partir de tensions concrètes, manifestées, que je peux présenter comme situation pour prouver que c'est bien une tension organisationnelle. Et à ce moment-là, effectivement, je peux apporter ce point à la réunion de gouvernance et ça va occasionner une altération, une variation du code, ça va occasionner une modification de la structure de pouvoir en place, de l'organigramme de la société. Voilà comment ça fonctionne. Oh, merci. Mais du coup, ça pose une question concernant le contrat de travail, parce que du coup, le contrat de travail est bien ancré dans les organisations à ce jour. Et du coup, est-ce qu'il est possible de passer de la hiérarchie traditionnelle à ce mode de gouvernance dont tu parles, à contrat de travail constant? Et si oui, comment est-ce que tu amènes ce changement de structure en entreprise sans faire peur, en fait? Voilà, beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Alors, et puis on ne peut pas me contredire là-dessus parce que je peux vous montrer 140 cas d'entreprises, un peu plus de 140 cas d'entreprises que j'ai accompagnés durant ces un peu plus de 14 dernières années. Donc là, c'est tranquille. Je n'étais pas dans cette situation de confort lorsque j'ai commencé il y a 15 ans. Mais maintenant, oui, c'est trop tard. J'étais encore hier soir, j'ai dîné avec la présidente d'une société de 300 personnes qui pratique l'holacratie, la société, et elle aussi, depuis 8 ans. Donc, alors, ça va être difficile de me contredire. Ça ne veut pas dire que c'est possible pour toutes les entreprises, mais c'est trop tard. Ça existe. C'est déjà ancré sur la planète Terre. C'est déjà ancré dans la planète Terre. Alors, pas à grande échelle, on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question fermée, est-il possible de passer? Oui. Alors, la notion de contrat de travail, c'est vraiment important. Et c'est important de comprendre, je me rends compte que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est que le mot, ce que c'est qu'une hiérarchie. Ils ont une idée assez confuse de ce que c'est que la hiérarchie. Et je pense qu'il faut en revenir dans l'histoire pour comprendre ce que c'est que la hiérarchie et comment ça a été mis en place. La hiérarchie, et si je vais faire le lien avec le contrat de travail, parce qu'en fait, la notion de contrat de travail, c'est une application qui a été créée toujours par les mêmes, hein, Fayol, Taylor et Ford, 1911, parce que sans le contrat de travail et sans lien de subordination, leur modèle était inexploitable. Donc c'est pour ça qu'ils ont ajouté à ce modèle-là, le management hiérarchique conventionnel, cette notion de hiérarchie contrat de travail. Donc c'est important de comprendre que la notion de hiérarchie, elle est inhérente au contrat de travail. Elle est inhérente, je dis bien, au contrat de travail. Et la plupart du temps, les gens pensent que la hiérarchie, c'est un truc beaucoup plus fumeux, nuageux, etc. Non, 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 non. C'est uniquement inhérent au contrat de travail. Supprimez les contrats de travail dans votre entreprise, il n'y a plus de hiérarchie. Point barre. Supprimez les contrats de travail, il n'y a plus de hiérarchie parce qu'il va falloir trouver un autre modèle pour vous voyez bien avec bon, du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire, bon, et là je prends des risques, mais un peu de prospective de temps en temps. Si ce que je dis est vrai, et pour l'instant personne ne m'a contredit, ça ne veut pas dire que c'est vrai, bon, m'a pas opposé des arguments à ça.
Ça veut dire que le contrat de travail devra un jour, qui apporte beaucoup de valeur, hein, je ne veux pas critiquer le contrat de travail, sinon il n'existerait plus, évidemment, hein, on n'est pas idiot. Le contrat de travail devrait évoluer, être remplacé par autre chose. C'est impossible autrement parce que on voit bien que le modèle managérial de Ford, pardon, Taylor et qui ne fait pas le film, eh bien, il est complètement chahuté et on est en train de, enfin, nous, il n'y a pas que la cratie, il y a plein de mouvements, bien sûr. On est en train d'imaginer, de mettre en place, de faire la proof of concept, de nouvelles façons, de nouvelles OS, hein, Operating System, pour gérer le pouvoir dans les entreprises. Ça, c'est la réalité. Et donc, ce qui était vrai, ce qui était nécessaire, le contrat de travail qui était nécessaire à être ajouté pour que le système de l'époque fonctionne, eh bien, comme on va changer le système, c'est facile à comprendre qu'on n'aura probablement pas besoin de la même fonctionnalité et qu'on va inventer d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'est juste un préambule. Maintenant, à chaque fois que je propose, je challenge, je discute avec les dirigeants que j'accompagne, est-ce que vous comptez garder vos contrats de travail? Ils rigolent. Ils disent, bah oui, évidemment, parce que c'est la façon dont ça fonctionne dans cette entreprise-là. Et beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des contrats de travail. Donc, et encore une fois, il y a de la valeur. Et en même temps, il y a plein d'inconvénients au contrat de travail. Il y a des effets pervers. Parce que, à l'époque, Ford, Fayol et Taylor, ils ne voulaient pas responsabiliser les gens, au contraire. Ils voulaient qu'ils exécutent. Donc, ça avait du sens. Mais maintenant qu'on veut responsabiliser les gens, tout le monde veut responsabiliser les gens. Il y a plein de raisons à le faire. Qui n'est pas facile à faire d'ailleurs, by the way. Et bien, quand vous voulez responsabiliser les gens, vous ne pouvez pas en même temps leur dire tu es responsable. Le gars, il regarde son contrat de travail. Attends, il y a marqué que en fait, j'ai un responsable hiérarchique. Donc, je ne peux pas être responsable. S'il y a une autre personne physique qui est responsable hiérarchique de moi, excusez-moi, je parle mal français, parce que à cause de ce foutu lien de subordination, tu n'es pas crédible, toi, au grand manager, vouloir me responsabiliser. Soyons sérieux. Donc, vous voyez bien, c'est juste du bon sens. Donc, il y a une limite, une grosse limite. Enfin, le contrat de travail qui apporte plein de valeur, sinon on ne le ferait plus, on n'est pas idiot. Et bien, en même temps, il a des effets pervers dès que je veux vraiment responsabiliser les gens. Si mon leader d'équipe, mon responsable d'équipe, c'est mon responsable hiérarchique, je vais continuer à le regarder selon le responsable hiérarchique. Je dois légalement, selon le droit du travail, pour ceux qui l'ont lu, ça ne figure pas comme ça dans le contrat de travail, mais pour ceux qui l'ont lu, je suis censé exécuter les directives de mon responsable hiérarchique. C'est écrit noir sur blanc. Et si je ne le fais pas, je suis exposé à des fautes. Je peux être viré, mais je ne peux pas être viré. J'ai des enfants, etc. J'ai des limites, j'ai des pensions, j'ai tout ce que vous voulez, j'ai mes contraintes. Bienvenue au club des êtres humains. Et donc, en fait, on comprend bien qu'il y a des limites à ce contrat de travail. Donc, c'était important pour nous, pour pouvoir avancer, de bien clarifier ce que c'était que la hiérarchie, et bien clarifier que c'était le contrat de travail. Il y a des personnes qui rêvent complètement. Ils rêvent complètement et ils oublient ça. Et donc, vous allez voir des entreprises, oui, on a libéré l'entreprise, on n'a plus de hiérarchie. Bah oui, tu fais comment? Tu as les contrats de travail? Ah ben non, on s'en est pas occupé. Non, non. Si on veut vraiment faire avancer les choses, il faut partir de la réalité. Ça, c'est mon propos tout le temps. La réalité, c'est qu'il y a un contrat de travail. Tu mets en place holacratie, tu mets en place je ne sais pas quoi, peu importe. De toute façon, s'il y a contrat de travail, il y a hiérarchie. Sortons de nos rêves. Restons ancrés sur le sol. Sinon, c'est du hors-sol, ça ne marche pas. On a des processus gentils, mais ça ne marche pas dans la durée parce que ça ne va pas ancrer dans le pouvoir. Une société, c'est un truc sérieux. Il y a toujours des statuts juridiques et puis il y a des contrats de travail. On ne peut pas construire sans capter et faire avec cette réalité-là. Et donc, du coup, comment faire? Eh bien, et bien sûr, parce que l'holacratie est compatible avec le salariat, sinon je ne serais pas là et je ne saurais pas m'occuper de toutes les journées. Donc ça passe par, avant de lancer holacratie, il y a ce qu'on appelle la phase d'encodage. Supposons qu'une entreprise décide d'adopter holacratie. À un moment donné, on va lui dire, lance pas tout de suite les cercles. Hein, c'est la tentation est forte d'aller tout de suite vers la facilitation des réunions. Ne va pas tout de suite. D'abord, soignons la phase d'encodage. Qu'est-ce que c'est que la phase d'encodage? Encore un mot jargonneux. La phase d'encodage, c'est juste pour dire, préparons la structure. Holacratie est une métaconstitution, c'est un moteur, mais il a besoin d'être paramétré, il a besoin d'être ajusté, il a besoin d'être adapté à ce contexte professionnel-là. Il n'y a aucune entreprise, aucune institution qui ressemble à une autre. Donc, c'est important de personnaliser le moteur avant de le mettre en place dans une entreprise, une institution. C'est important de l'adapter à la singularité de cette entreprise. D'abord parce que les entreprises ne font pas le même métier, ou les institutions. Quand je dis entreprise, c'est entreprise au sens large, hein, pour gagner un peu de temps. Eh bien, les entreprises, elles n'ont pas le même business, elles n'ont pas les mêmes activités opérationnelles. Donc, les activités opérationnelles spécifiques à cette entreprise, il faut bien en tenir compte avant de lancer le moteur, évidemment. Puisque le moteur holacratie, même pour tout le monde, donc cette méta-constitution, il faut bien l'adapter pour la singulariser, la paramétrer, si vous préférez, à chacune des entreprises. Et d'autre part,
il y a la gestion des hommes. La gestion des hommes, elle ne se fait pas de la même manière, même si le contrat de travail, c'est un dénominateur commun, la gestion des hommes ne se fait pas de la même manière dans telle ou telle entreprise, bien sûr. Il y a une patte, il y a une culture différente, mais au-delà de ça, même les processus de recrutement diffèrent, les processus d'évaluation de la performance diffèrent, les processus d'augmentation diffèrent, ta, 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 ta. Donc en fait, toutes les fonctions RH, qui ne sont que la conséquence du contrat de travail, à noter au passage, pas de contrat de travail, pas de fonction RH. Donc toute la partie RH, finalement, elle est la conséquence du fait que vous ayez signé au moins un contrat de travail, et puis bien sûr, vous avez signé davantage. Donc en fait, on pourrait voir l'entreprise comme, et c'est la réalité, il y a deux moteurs opérationnels dans une entreprise. Il y a le moteur opérationnel pour faire le job qu'elle doit faire, produire, recherche-développement, vendre, etc., délivrer. Ça, c'est les activités opérationnelles. Première affaire, première entreprise. Puis il y a une deuxième entreprise qui consiste à recruter, s'occuper, gérer administrativement et d'autres aspects l'ensemble des collaborateurs qui sont nécessaires pour mettre de l'énergie au profit de ces activités. Donc, on a vraiment deux business différents. Il y a un business opérationnel et puis il y a un business qui est centré sur le capital humain. Donc, on a ces deux choses-là différentes. Du coup, lorsqu'on voit ça, les choses comme ça, qui paraît assez sain de voir ça, euh, on peut, on peut circonscrire et neutraliser le plus possible les effets pervers de ce lien hiérarchique dans la partie business opérationnelle, la première entreprise, pour qu'elle n'apparaisse pas du tout, de sorte que mon leader de cercle, c'est pas mon responsable hiérarchique. Je suis dans le rythme des activités, etc. Et là, on utilise à plein holacratie. Et par ailleurs, dans le cercle capital humain, effectivement, alors il y a lieu de définir cette notion de hiérarque. Alors c'est un mot qui passe pas toujours, mais voilà, il faut trouver responsable hiérarchique si vous préférez. Donc il y a un rôle responsable hiérarchique parce que c'est une réalité, on peut pas la nier. Si on la nie, on va rien faire de sérieux. On ne peut pas faire évoluer quelque chose qui n'est pas réel. L'évolution, la modification, l'ajustement, l'adaptation part toujours de la réalité. J'insiste là-dessus parce que les gens n'ont pas forcément toujours ça en tête, y compris les dirigeants. Et donc, maintenant que j'ai séparé les deux, ça veut dire que moi, collaborateur, bien sûr que je vais être recruté par le responsable hiérarchique qui va signer mon contrat de travail. C'est lui qui va faire des points annuels, par exemple, avec moi, comme pour gérer, en fait, dans la durée ce contrat, avec peut-être des augmentations, avec peut-être des sanctions, avec peut-être je ne sais pas quoi. Et ça va se faire selon des processus particuliers, avec un rythme particulier dans ce business-là. Et puis, au quotidien, ben, je vais travailler, j'ai trois rôles dans deux cercles différents, avec des leaders différents, et je vais travailler en utilisant, comme patron de mes rôles, conception, formation et formation, avec peut-être des leaders de cercles différents, mais selon cette fois les usages de la pratique de l'holacratie. Et là, la relation que je vais avoir avec mon leader de cercle n'a rien à voir avec un lien hiérarchique. Rien à voir. C'est de pair à pair, chacun ses rôles, et puis il y a des règles de coopération qui sont dûment documentées dans la Constitution. Donc voilà, alors c'est pas l'idéal évidemment, mais on ne peut pas faire mieux aujourd'hui, sauf à inventer autre chose que le contrat de travail. Alors justement, il y avait une question très intéressante de la part de Loïc là-dessus, sur quelles alternatives concrètes au contrat de travail d'aujourd'hui, du coup, tu proposerais, enfin tu verrais. Euh, du coup, je sais pas si tu peux faire une réponse peut-être en 30 secondes. Oui, je regarde. Ah oui, du coup, nous, on est tout simplement des associés. Bon, on n'est pas représentés, c'est une petite structure. Il y a des associés, il y a des entreprises qui partent, il y a beaucoup de choses qui commencent à innover dans le monde du portage salarial. Il y a des innovations qui se font. Alors, et puis, donc, je connais une entreprise qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de salariés. Ce n'est pas une grosse entreprise, on fait quand même 60, hein, c'est pas rien. Bon, 60, de 60 à 100, c'est pareil. De 100 à 200, c'est pareil. On peut prendre comme ça, évidemment, si vous venez avec une société de 100 000 personnes. Je pense que c'est pas encore prêt, c'est pas encore dans la culture, etc., etc. Et en même temps, je vois que ça commence à germer. Il y a ça, il y a aussi, ouais, voilà, c'est ça. Et, juste parce que, en fait, je pense que la vraie raison, mais c'est mon analyse, je peux me tromper, prenez pas pour argent comptant, la vraie raison pour laquelle c'est pas plus déployé, même si ça existe, hein, parce que nous, on n'a aucun salarié, on n'a jamais eu, et on n'en aura jamais, on est cohérent par rapport à ce qu'on raconte, et on ne dit pas que c'est pas bien d'avoir des salariés, hein, c'est pas ça, on n'est pas idiot. Je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment d'entreprises qui ont compris la nécessité d'eux,
d'une part, et d'autre part, parce que ce n'est pas une seule raison. L'autre raison, c'est que la plupart des employés n'ont pas encore, contrairement à ce qu'on pourrait projeter, nous, dirigeants, je me mets côté dirigeants, enfin, peu importe, un collaborateur, en fait, la plupart des collaborateurs ne sont pas prêts à tout ce que je viens de raconter, le pouvoir de prendre le pouvoir de changer le pouvoir, le pouvoir de gouverner, ça existe en démocratie, mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui s'en emparent aujourd'hui. Alors, du côté des managers, c'est plus facile. Pas si facile que ça, hein, mais c'est plus facile. Mais côté collaborateur, quand vous entrez dans une entreprise, qui est mon quotidien, force est de constater, Louis, après une minute, le force est de constater que plus de 80% des collaborateurs ne sont pas encore prêts. Ils ont le potentiel pour. Il faut comprendre que ça fonctionne comme ça depuis des années, enfin, des dizaines d'années. Ils ont le potentiel pour. Mais à l'instant de départ, de l'encodage, de lancement des cercles, ils ne sont pas prêts. Ça, c'est la réalité de ce que j'observe. Ils ne sont pas prêts à prendre l'énergie de responsabilité dans leur rôle. Ils ne sont pas encore prêts. Pour eux, c'est encore difficile de passer à une attitude, une posture où ils vont effectivement être en capacité de prendre du recul par rapport à leur rôle, de se regarder, de se descendre de vélo pour se regarder pédaler, et d'apporter leur tension aux réunions de gouvernance et de faire évoluer la structure. Voilà. Merci beaucoup à toi, Bernard-Marie. Répondre à une question si complexe en si peu de temps, c'est un challenge. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu